Nous sommes réunis aujourd'hui pour un débat sur l'école qu'on a intitulé Quelle école après le Covid? Le milieu scolaire, la communauté éducative, comme on dit, vient de traverser depuis le mois de mars, un peu comme tout le pays, mais une période un peu compliquée. Les écoles ont été fermées, on sait que ça a eu un certain nombre de conséquences sur la scolarité des élèves, et tout un tas de choses dont on va pouvoir mesurer peut-être les conséquences en cette rentrée. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc, j'ai ici Marine Roussillon, qui est dirigeante du Parti communiste et qui est responsable du réseau éducation, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, du PCF. À ma gauche, j'ai Sophie Vénétité, qui est donc secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, qui est, à ma connaissance, toujours le premier syndicat dans le secondaire, c'est ça. Et Rodrigo Arenas, qui est coprésident de la FCPE, la principale organisation de parents d'élèves en France. Donc, pour commencer, peut-être, Sophie, cette période de confinement, déconfinement, d'ordre, de contre-ordre, d'élèves qu'on a peut-être pour une partie dont on ne sait pas exactement d'ailleurs combien d'entre eux on a perdu, comme on dit, les élèves qui ont décroché, etc. La fameuse continuité pédagogique qui a été mise en œuvre, on va dire, enfin, ou pas, peut-être à vous de nous le dire, mais quels enseignements, rapidement, on peut tirer de cette séquence, de ce qui a été mis en place ou pas, et de ce que ça dit sur l'état du système éducatif en France? Oui, alors on peut tirer un grand nombre d'enseignements de la période qui vient de s'écouler, mais si on en distingue deux, trois, on peut quand même se dire que cette période qui a été exceptionnelle, elle a aussi été exceptionnelle pour l'école, mais elle montre, la première chose qu'elle montre vraiment, c'est le rôle qu'ont pu jouer les personnels de l'éducation nationale dans cette période. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ce sont les personnels qui ont tenu le service public, qui l'ont tenu à bout de bras, il faut bien le dire. Il faut se rappeler ce qui s'est passé quand le 12 mars au soir, Emmanuel Macron annonce la fermeture des établissements scolaires. Contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer a dit et continue de dire, rien n'était prêt. Rien n'était prêt, ça dit aussi des choses de l'état du service public d'éducation qu'on ait été dans cette situation. Mais qui a été au rendez-vous dès le lundi 16 mars au matin et même avant, ce sont les professeurs, les CPE, les surveillants aussi qui à distance ont pu jouer un rôle pour essayer de raccrocher les élèves. Et tout au long ensuite de cette période de confinement, puis pendant le déconfinement, et là encore ces derniers jours quand on a bien vu à quel point la rentrée scolaire était improvisée, mais ce sont les personnels de l'éducation nationale qui ont tenu la maison parce qu'on a ce sens du service public qui nous a parfois été reproché dans des mots assez blessants, dans la période de prof bashing. Alors je mets beaucoup de guillemets parce que l'expression n'est pas très jolie, mais quand au mois de mai-juin dernier, beaucoup sont tombés à bras raccourcis sur les professeurs qui voudraient pas revenir, etc. C'est se tromper franchement sur ce qui nous anime et ce qui nous a particulièrement animés dans cette période, c'est faire vivre le service public en dépit de ce qui se passe et en dépit d'une institution qui a été profondément absente. Notre hiérarchie a été profondément absente. Ensuite, on a un des grands enseignements, mais qui là, je pense, est partagé par tout le monde, c'est que cette école, pendant le Covid, elle a amplifié les inégalités. Alors c'est quelque chose que tout le monde a constaté, on a entendu le ministre le dire, mais il faut certainement aller plus loin dans le type d'inégalité que ça a révélé, parce que ça dit aussi beaucoup de choses de notre école et de notre société, de fait. On a beaucoup parlé des familles qui n'étaient pas bien équipées d'un point de vue numérique, qui n'avaient pas accès à l'école à distance. Mais au-delà de ça, il se joue aussi des choses dans les apprentissages. C'est-à-dire que dès lors qu'on renvoie l'école à la maison, on renvoie les élèves dans leur situation familiale et personnelle, avec toutes les inégalités qu'il y a derrière, avec aussi des familles qui nous ont dit, mais nous, on ne sait pas faire avec notre enfant. Finalement, c'est vous qui faites ce métier de prof, et prof, c'est pas un métier qui s'improvise. Nous, on l'a beaucoup entendu de la part de parents d'élèves qui nous ont dit, mais en fait, c'est dur ce que vous faites, c'est un métier. Et
c'est aussi certainement un des enseignements, mais il y a ces élèves-là aussi qui n'ont pas pu apprendre dans de bonnes conditions. Et puis, il y a aussi des élèves qui peut-être étaient présents dans les cours à distance, mais qui étaient présents sans être complètement actifs, complètement acteurs, et qui étaient là, qui ne sont pas forcément dans les statistiques officielles de décrochage canon sur Michel Blanquer, mais qui ont quand même accumulé des difficultés pendant cette période. Et ça fait partie des défis auxquels on va devoir s'atteler là dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais pour bien prendre la mesure de ce qu'il va falloir faire pour dépasser ces inégalités, il faut clairement les identifier. Il y a la question des décrocheurs dont Jean-Michel Blanquer parle avec des chiffres qui sont largement sous-estimés, mais il y a aussi tout le spectre des inégalités qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, le dernier point, ce qui est quand même frappant à la fois sur le confinement et le déconfinement, c'est à quel point le ministère se défausse de ses responsabilités sur le niveau local. Et ça dit aussi beaucoup de choses de sa conception du service public qui s'appelle pourtant éducation nationale. Mais on a quand même un ministre qui continue un peu à marche forcée de vouloir imposer son projet éducatif. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Mais c'est quand même un projet éducatif qui fait voler en éclats les contours du service public d'éducation. Il y a eu un certain nombre de réformes qui avaient été menées, Parcoursup, le bac, le lycée, qui déstructurent complètement cette éducation nationale. Et le ministre, en disant écoutez, moi je prends quelques décisions, mais je renvoie tout au local et après c'est vous qui allez décider, participe aussi à cet affaiblissement du service public de l'éducation nationale. On pourra, je pense, y revenir un peu plus après, mais voilà pour quelques mots pour commencer. D'accord. Alors Rodrigo, vous, du point de vue des familles, des parents, est-ce que vous partagez un peu ce constat? Est-ce que vous avez le sentiment que le système a tenu pendant cette période ou pas du tout? Ce qui a tenu, en fait, c'est la volonté des acteurs locaux de faire tenir. Parce que c'est les mômes, parce que c'est le sens du travail. Quand on est prof, je pense, enfin j'espère, qu'on ne fait pas ça juste parce qu'on cherche un boulot. Il y a vraiment une vocation de faire ça. On peut faire autre chose pour un salaire équivalent, voire peut-être gagner mieux en faisant autre chose. Il y a vraiment une vraie volonté d'être enseignant en France. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut continuer à réfléchir avec les mêmes concepts, avec la même imaginaire qu'on a sur l'école avant le Covid? Mon propos, c'est de dire que la réponse est non. Voilà. On ne peut pas continuer à réfléchir l'école comme avant le Covid, parce que cette école-là, en tant que système scolaire, a collapsé. C'est-à-dire que l'école à la maison, auquel on va se dire tu, parce qu'on va faire semblant, on se connaît tous quand même. Moi, je la connais en tout cas. On travaille beaucoup ensemble avec les enseignants, contrairement à ce qui se dit. On travaille beaucoup avec les enseignants. Cette école qu'on a connue, nous, en tant que mômes, elle a collapsé. L'école à la maison, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le rapport traditionnel d'un enseignant dans sa classe avec ses 20, 30 mômes en fonction du niveau, où on doit faire un programme à marche forcée, où on doit répondre à des examens à la fin de l'année, etc., pour pouvoir passer à l'année supérieure, de devoir avoir un bon livret parce que sinon c'est compliqué. Tout ça, en fait, c'est bidon aujourd'hui. Non pas que l'exigence éducative soit à renier, c'est que les critères d'appréciation, d'évaluation et de reconnaissance du travail de l'enseignant et de reconnaissance de l'apport des parents est différent. Les enseignants, ils n'auraient rien fait si les parents n'avaient pas été à la maison pour créer les meilleures conditions pour qu'ils puissent faire la classe dans des conditions pourries. Voilà. C'est-à-dire que quand on est en télétravail avec 2 ou 3 mômes pour pouvoir faire en sorte qu'ils fassent la visioconférence et que certains de nos mômes, d'ailleurs, ils aient appris à certains profs à utiliser des réseaux sociaux ou des outils numériques parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas été formés à ça, alors c'est un travail collégial qui s'est mis en place, un travail coopératif. Et ça, ce n'est pas le système scolaire qui l'a permis. C'est le fait que dans les écoles, dans les établissements, si on ne travaille pas ensemble, alors ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau en cela que la responsabilité première de faire en sorte que le système d'éducation nationale, et là je rejoins le propos de Sophie, est premier sur faire fonctionner la machine institutionnelle éducation nationale. D'ailleurs, les généraux, les caporaux, que tu disais, le système, ils sont tous déguisés en souvenirs en vrai. En vrai, dans la réalité, s'il n'y avait pas eu ce lien, et d'ailleurs là où ça a le mieux fonctionné, c'est quand les enseignants, avec les parents, les chefs d'établissement et les élèves ont travaillé ensemble, c'est là où ça a mieux bossé. C'est-à-dire que, à travers les questions numériques et tout ce que ça correspond, c'est là où les équipes
la communauté éducative a été la plus autonome, c'est là où ça a le mieux fonctionné. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour la démocratie scolaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand les règles sont idiotes, il n'y a aucune raison de les suivre. Il n'y a aucune raison de les suivre dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir quelques échanges sur Twitter, parce que maintenant, Twitter, c'est la France. Je rassure tout le monde, Twitter n'est pas la France. Mais quand j'expliquais que dans la période du Covid, il fallait que ce soit les enseignants qui se déplacent et pas les élèves, c'est pas juste que tout à coup, il faut tout révolutionner. C'est que parce que les gestes barrières, parce que les points d'eau, parce que la situation fait que ce sont les équipes pédagogiques, les élèves et les enseignants et les chefs d'établissement qui doivent organiser des nouveaux modes de déplacement dans un bâti scolaire qui ne permet pas de mettre en place les gestes barrières. De la même façon, quand on dit par exemple que les toilettes, excusez-moi de parler des toilettes, parce que quand on parle de Covid, on parle d'hygiène, on parle de choses sérieuses, on parle de sauver la vie des gens. Quand voilà, on se contamine, il faut se laver les mains. Et que quand dans les établissements, vous n'avez pas les points d'eau suffisants pour pouvoir se laver les mains, à ce moment-là, on ne va pas attendre que le ministre de l'Éducation nationale vote des budgets. Ce sont les équipes qui s'organisent sur place pour que les enfants, les adultes, les personnels éducatifs, y compris les personnes qui font l'hygiène, puissent organiser le passage dans les sanitaires de façon différente. Ce qui veut dire inévitablement que l'idée qu'il y a les toilettes pour adultes, les toilettes pour enfants, les toilettes pour le personnel de service, tout ça, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on est obligé de se réapproprier le lieu qui est l'école et que sont les établissements, parce que ça ne résiste pas, les règles de fonctionnement, les règles institutionnelles ne résistent pas par rapport à l'urgence de fonctionnement dans laquelle on est. Alors évidemment, il y a des questions qui se posent. Mais par rapport à ça, je dis que le système normal a collapsé parce que le Covid oblige à se réinventer. Et dans cette réinvention, il y a notamment l'usage des espaces publics, mais il y a aussi les relations éducatives et pédagogiques où les parents sortent de cette idée où il faut contrôler l'école dans laquelle ils étaient enfermés, et les enseignants comprennent aussi que sans les parents, c'est super difficile. Je parlais tout à l'heure de l'équipement informatique, ce n'est pas qu'une question d'équipement, c'est une question d'usage. Et que par rapport aux usages, quand on est enseignant et que utiliser l'informatique, c'est prendre en photo ce qu'on écrit sur le cahier, transformer en PDF et d'envoyer ça par mail à un élève, et que l'enseignant d'à côté est en train de chercher des applications pour permettre de faire des exercices sur l'enseignement qu'il a dispensé, soit sur Zoom, soit sur Discord, peu importe le logiciel qui a été adapté, même si c'est une question de protection des données personnelles qui est au cœur du problème, et bien in fine, c'est parce que aussi les parents et les enfants sont équipés et qu'ils ont compris, on a tous été démunis par rapport à ça. Parce que la question des usages, ce n'est pas simplement une fracture des enseignants, des parents et des élèves divisés, c'est que tous nous avons été confrontés à ça. Parce qu'en France, on est démunis par rapport à ça, à tel point, et je finirai juste mon propos là-dessus, à tel point que le ministère lui-même a dû louer des espaces dans les serveurs d'Amazon pour héberger les données personnelles des enseignants et des élèves. C'est-à-dire que le ministère lui-même a loué des espaces dans une entité qui est la Silicon Valley, qui dépend du Patriot Act, et en cela, la CNIL et l'ADOPI ne résistent pas par rapport à la législation nord-américaine qui est dans l'obligation de donner les données personnelles des gens si le gouvernement des États-Unis l'exige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français n'a pas créé les conditions, dans la période du Covid, de protéger celles et ceux qui, de façon inévitable, vont devoir utiliser un logiciel dont on ne comprend pas l'intérêt, l'usage et les dangers que ça représente. Je m'arrêterai pour l'instant. Je pense qu'on ira plus loin tout à l'heure sur la taylorisation du métier de l'enseignant, etc. On reviendra sur ce qu'on appelle la place du numérique, etc. et ce débat-là. Mais peut-être Marine Roussillon, on vient, les deux autres intervenants ont parlé des inégalités qui ont explosé dans cette période. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté qui est juste conjoncturelle, qui vient de cette situation extraordinaire qu'on a connue, ou est-ce que ça dit quelque chose sur la capacité de notre système scolaire à prendre les élèves tels qu'ils sont? Oui, je crois en effet que la crise qu'on a traversée révèle en fait la fragilité du service public d'éducation nationale tel qu'on le connaît. Et en même temps, elle a révélé aussi à quel point on en a besoin. C'est-à-dire qu'on vient de traverser une crise sanitaire où il est devenu évident que pour mener le débat démocratique, être pleinement citoyen, on avait besoin de maîtriser des savoirs complexes. Bon, c'est très clair, on a besoin d'une culture de haut niveau pour tout le monde. Et cette culture, c'est à l'école que ça se passe. C'est ce qu'on disait là, l'école à la maison, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Mais ça nous dit quelque chose de très fort sur l'école habituelle. Parce qu'en fait, l'école, avant la crise, déléguait déjà beaucoup aux parents. On parle des devoirs scolaires, mais on sait très bien que toutes les familles ne sont pas à égalité face à l'école.
Et on sait bien que beaucoup de choses nécessaires pour réussir à l'école se transmettent dans les familles. Pas à cause de la mauvaise volonté des enseignants, qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire réussir tous les enfants, mais à cause de problèmes de formation, de problèmes de temps scolaire aussi, des programmes surchargés, des temps dédiés aux apprentissages qui sont très réduits. Et là, on a vu dans une sorte d'expérience à grande échelle, que plus on délègue aux familles, plus on accroît les inégalités. Et donc, si on veut répondre à l'exigence de savoir de haut niveau pour tous, ce qu'il faut, c'est que tout ce qui est nécessaire pour réussir à l'école soit enseigné à l'école. Et c'est à cette condition-là que les familles peuvent prendre toute leur place, parce que justement, elles ne sont plus dans une position de sous-traitance ou de courir après ou de faire la classe après la classe. Elles sont dans leur rôle de famille plein et entier, et on peut discuter de ce qui se passe dans la famille et de ce qui se passe dans l'école comme de deux choses qui sont en contact, mais qui sont, où personne n'est dans la dépendance de l'autre, quoi. Et donc, je crois que ça, c'est très révélateur de ce qui fait les inégalités de notre système scolaire, pas seulement pendant la crise, mais tout le temps. Et puis, la deuxième chose, c'est que je crois que ça nous a révélé aussi les logiques profondes des politiques en cours. Ça fait très longtemps que tous ici autour de la table, on se bagarre contre les suppressions de postes, les fermetures de classes, les réformes à l'emporte-pièce imposées au personnel, etc. Et là, on a bien vu pendant la crise comment il y avait une sorte d'accélération de la refonte de l'école, et on a vu se dessiner le modèle d'une école justement qui n'est plus commune, en fait, qui ne met plus tous les enfants de toutes les classes sociales dans la même école. Une école qui individualise, qui sépare, qui va déscolariser certains gamins parce que dans le fond, on n'a pas vraiment besoin de leur donner un haut niveau de formation, avec à l'arrivée un chaos organisé qui fait que c'est aux familles de décider, ça c'était au moment de la soi-disant réouverture, c'est aux familles de décider si elles vont ou pas scolariser leurs enfants. Est-ce qu'on n'a pas le choix et du coup on prend le risque, ou est-ce qu'on a le choix et du coup on va faire autre chose? Et on voit l'horizon du service public d'éducation nationale qui serait la solution pour ceux qui n'ont pas le choix, avec une frange de population complètement perdue, déscolarisée, décrochée, une frange qui a d'autres choix, qui va se tourner vers le privé, vers les cours particuliers, vers le distanciel, et puis l'éducation nationale pour ceux qui n'ont pas le choix. Et je crois que c'est important de connecter comme ça l'urgence de cette crise, les réponses qu'on doit y apporter, et en même temps le projet d'école qui se dessine derrière, et avec l'idée que répondre à l'urgence, c'est aussi faire levier vers un autre projet d'école aujourd'hui. D'accord. Alors, justement, l'école d'après, il y a un angle par lequel on l'aborder. Rodrigo, vous venez d'en parler déjà, mais c'est la fameuse place du numérique. On a un ministre qui va nous organiser en novembre, si je ne dis pas de bêtises, c'est en octobre, en novembre, des états généraux du numérique. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ça, de cette volonté apparemment d'inscrire les outils numériques, cette démarche aussi d'enseignement à distance dans la durée et dans une plus grande ampleur que ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que le numérique est en soi inadapté à l'enseignement, ou est-ce que ça vient, je ne sais pas moi, d'une réticence intrinsèque des enseignants à le mettre en œuvre, ou d'une incapacité des enseignants réfractaires à le mettre en œuvre? Est-ce qu'on doit en attendre quelque chose de bien ou pas de ça? Je vous pose la question, Sophie. Ouais. Il faut très certainement distinguer le dossier numérique, le numérique dans son ensemble, et ce que le ministre veut en faire, c'est-à-dire la vision que lui a du numérique. Parce que dans l'absolu, le numérique, de toute façon, on vit tous dans un monde qui est entouré par des outils numériques, et si on veut aussi que tous les élèves soient en mesure de maîtriser ces outils-là et que ça ne soit pas facteur d'aggravation d'inégalités, il y a un enjeu autour du numérique. Il y a un enjeu d'accès, il y a un enjeu de maîtrise, il y a un enjeu d'apprentissage. Et dans cette perspective-là, l'école a un rôle à jouer. Alors ça veut dire que nous, on doit être aussi formés, qu'on doit pouvoir former nos élèves. Il y a des enjeux, c'est pas juste des enjeux techniques, il y a des enjeux pédagogiques, mais je dirais qu'il y a aussi des enjeux citoyens. Combien on a vu d'élèves nous expliquer qu'après tout, les réseaux sociaux, Facebook, les données personnelles, c'était pas un problème, qui postaient absolument tout et n'importe quoi. C'est assez
assez intéressant aussi, parfois de faire le test dans une classe et de dire aux élèves, vous savez, on peut remonter jusqu'à vous juste en cherchant votre nom sur un célèbre moteur de recherche. Ils nous disent, mais comment ça? Donc il y a quand même un enjeu, il y a un enjeu éducatif, il y a un enjeu citoyen, il y a un enjeu pédagogique. Malheureusement, mais sans surprise, la direction que prend le débat du numérique avec ce ministère-là n'est pas un enjeu pédagogique, n'est pas un enjeu, je dirais, citoyen, n'est pas un enjeu d'émancipation. C'est plutôt un enjeu qui est lié à des aspects marchands. Il ne faut pas non plus se le cacher. On sait qu'il y a tout le secteur de ce qu'on appelle la EdTech qui est quand même à l'affût de tout ce qui se passe sur le marché éducatif, puisque eux considèrent l'éducation nationale et le numérique dans l'éducation nationale comme un marché. Et on voit bien à quel point c'est plutôt cette dimension-là qui est au cœur du projet Blanquer et cette dimension-là qui cherche à être accélérée. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que le numérique, on doit l'utiliser. Il y a des choses à faire avec les élèves, pour nous, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que l'éducation nationale doit devenir 100% numérique pour satisfaire telle ou telle volonté politique ou économique. C'est un outil qu'on doit développer autour de règles précises, autour de règles qui correspondent aux règles du service public, sans en faire un marché, un de plus, qui serait livré aux appétits des uns et des autres. Et pour l'instant, les états généraux du numérique, on a assez peu d'informations, si ce n'est quand on commence à explorer la plateforme qui a été mise en ligne, on voit apparaître quelques éléments qui peuvent être assez inquiétants, notamment sur la présence de certaines entreprises privées. Rodrigo, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi tout de même qu'on ne paye pas un retard énorme de prise en charge de toute cette culture-là, de toutes ces techniques-là, etc., par le système éducatif, alors que dans les familles, dans la vie quotidienne des élèves, c'est devenu une dimension très importante. Est-ce qu'on ne prend pas l'école en défaut là-dessus, en ouvrant la porte justement à... Il y a deux espaces là-dedans. Il y a d'abord la question des usages, que je vais dissocier du numérique, de ce que ça représente. Marianne Wolf, par exemple, qui est chercheuse, explique dans ses travaux que le cerveau d'un élève chinois ne fonctionne pas de la même façon qu'un élève français. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça veut juste dire que le fait que nous soyons, nos élèves en France, sur des alphabets, nous ne développons pas les mêmes zones d'activité du cerveau qu'un élève chinois qui travaille en idéogramme. Moi, j'y suis pour rien, ce n'est pas la FCPE qui le dit, c'est la recherche. De la même façon, Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre en Seine-Saint-Denis, explique que des mères de famille qui utilisent un téléphone portable, la luminescence, parce que les bébés ne voient pas les images, ils voient la luminescence, pour pouvoir allaiter quand l'enfant a du mal parce qu'il est nerveux, la mère aussi, et donc la luminescence permet de calmer l'enfant et donc il tète, provoque le développement des symptômes de l'autisme. C'est pas la FCPE qui le dit, c'est pas le SNES qui le dit, c'est la recherche. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à force de rogner sur les budgets de la recherche et de la recherche universitaire en particulier dans notre pays, la France a pris énormément de retard sur ce qu'était le numérique et sur l'influence que ça avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que bébé plus téléphone portable plus allaitement égale syndrome de l'autisme, mais ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, ça on ne sait pas. Et ça c'est un problème. C'est un problème déjà d'un point de vue du développement de la recherche et de la connaissance, mais c'est aussi un problème pour les enseignants parce que les enseignants sont tributaires des avancées de la recherche et de la science. Je m'explique. Pour permettre l'équipement auquel Sophie fait référence, c'est-à-dire permettre que des conseils d'administration d'établissements décident d'équiper tous les élèves avec Microsoft et Google et tout ce qui va avec OpenOffice, c'est des décisions d'un conseil d'administration. Et quand vous n'avez pas les moyens d'équiper tous les élèves parce que vous êtes focalisé sur le problème d'usage, c'est-à-dire donner aux enfants des ordinateurs, alors de façon normale, on va dire, si on peut considérer que ce soit normal, des équipes pédagogiques, des chefs d'établissement, des parents d'élèves et des élus décident d'équiper des écoles dès la primaire, dès la maternelle, avec un environnement particulier qui s'appelle Microsoft ou Apple, ou etc., etc. Même si Apple a perdu un process sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la question de l'usage est à dissocier de l'impact du numérique et du digital.
C'est-à-dire que quand vous équipez une école avec une technologie particulière, alors vous êtes dépendant de la technologie qui est embarquée. C'est-à-dire que vous êtes dépendant aussi des mises à jour des logiciels que vous utilisez. Dès lors que ces logiciels-là dépendent d'une entreprise, alors vous rentrez dans un process qui font transformer l'élève, l'enseignant, le chef d'établissement et l'élu dans une relation client et non pas dans une relation utilisateur avec un objectif pédagogique qui correspond que l'avancée technologique que permet le numérique, de la même façon que l'imprimerie était une avancée technologique dans le rapport des connaissances au savoir, est dévoyée par le fait que vous n'êtes plus dans un rapport où vous avez un outil qui vous permet d'avoir accès à les bibliothèques universelles ou d'avoir accès aussi à des exercices de répétition dans le cadre des enseignements qui sont dispensés par un enseignant dont c'est un métier. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Sophie tout à l'heure. Vous êtes dans une relation client qui fait que vous rentrez dans une logique business. Le meilleur exemple de tout ça, ça a été les vacances apprenantes. Les vacances apprenantes de cet été ont permis, à travers les associations d'éducation populaire, d'avoir des posts Twitter du ministre de l'Éducation nationale en faisant du paddle, du canoë-kayak, du baseball dans des centres des CMEA, de la Ligue de l'enseignement, etc., etc. Pas de souci. Mais il a aussi autorisé à ce que les vacances apprenantes se fassent dans un centre commercial Auchan. C'est-à-dire que nous rentrons clairement, nous soumettons des enfants et leurs parents dans un lieu qui n'est pas une école, qui n'est pas un lieu qui est identifié dans la culture et dans la civilisation, si je peux exprimer ainsi, française par rapport à son rapport à l'éducation nationale, dans un lieu qui est un lieu de consommation où vous êtes soumis à la publicité et aux techniques marketing les plus agressives pour avoir une relation client, c'est-à-dire que vous faites du français, de l'anglais ou de l'espagnol, je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que concrètement ça a été mis en place avec Atier, qui est quelqu'un qui vend des bouquins, et pas de souci avec ça, pour vous mettre dans la même période où vous avez toutes les pubs pour acheter votre cartable, acheter votre cahier, etc., etc., etc. Dire qu'on rentre dans une relation qui est complètement changée où l'enfant, l'élève, nos enfants, vos élèves et les enseignants qui peuvent être parents aussi sont dans une logique où on accepte culturellement, parce que peu de voix se sont élevées contre ça, de dire que non, l'école, l'éducation, l'enseignement, ce n'est pas dans un centre commercial. C'est dans un lieu qui s'appelle l'école ou, pourquoi pas à la maison, mais sous l'autorité d'un enseignant, parce que les parents ne sont pas des auxiliaires d'éducation. Les parents sont des parents. Donc si les enseignants doivent dispenser leur travail, leur métier, c'est-à-dire donner accès aux connaissances et au savoir, être ces bergers de lettres, comme disait le philosophe Heidegger, alors ça peut se faire à la maison, mais à condition qu'il y ait les répétiteurs qui soient là pour faire répéter ce que vous leur enseignez. Mais c'est aussi avoir des surveillants qui surveillent que le gamin est bien en train de faire ses devoirs et pas de faire n'importe quoi devant l'ordinateur. Mais ça, c'est pas le job des parents. Parce que enseigner, faire répéter et surveiller, c'est un métier. C'est tellement un métier qu'il y a des diplômes pour ça. C'est-à-dire que la France dote les gens de diplômes. Ça veut dire que, par exemple, dans le moment dans lequel nous sommes, où des parents doivent s'occuper des gamins parce qu'on est en train de fermer des classes et des écoles, concrètement, tout le monde s'est déguisé en souvenir. L'école à la maison, ça ne marche pas. Pour l'instant, parce qu'il y a un vrai problème, les serveurs ne sont pas activés par les recteurs, etc., etc. En gros, c'est les parents qui se démerdent, excusez-moi de parler comme ça, et moi je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'il y a une vraie offensive idéologique en ce moment pour avoir une vraie transformation de valeurs où on fait en sorte que les enfants et les parents deviennent des clients de l'éducation nationale. Et quand on devient client de l'éducation nationale, ça veut dire qu'à travers le numérique, on va vers l'automatisation et la robotisation des contenus et des pratiques éducatives, ce qui veut dire qu'à terme, c'est mon propos, les enseignants ne vont plus être un métier, ils vont devenir un emploi interchangeable sans avoir une reconnaissance qui soit celle d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'un enseignant ou, comme c'est actuellement avec les 2S2C, la classe à la maison, etc., des animateurs de centres de loisirs qui doivent garder les enfants, d'après ce que dit la ministre actuelle du Travail, ou alors ceux qui vont surveiller, qui peuvent être l'association de quartier, etc., sans aucun mépris de ma part, tout ça se vaut. Eh bien non, tout ça, ça ne se vaut pas. Enseigner, c'est un métier. Répétiteur, c'est un métier. D'ailleurs, pourquoi ne pas demander à des étudiants, plutôt qu'ils aillent bosser dans des McDo ou à remplir les rayons de centres commerciaux. Les étudiants sont dans un parcours académique. Ils peuvent très bien, sous l'autorité d'un enseignant, parce que c'est eux qui sont en charge de savoir ce qu'il convient de faire, comment faire les programmes, on peut très bien demander aux étudiants d'être ces répétiteurs que ne sont pas les parents. Et les animateurs de centres de loisirs dont on parle, qui ont des diplômes,
ils ont le BAFA, le BATEP, etc., peuvent tout à fait être dans des tiers-lieux qui ne sont pas l'école, mais qui sont par exemple les gymnases, etc., ou les bibliothèques, ou les parcs et jardins qui existent dans les communes et qui peuvent accueillir les enfants au lieu d'être à la maison, enfermés, etc., ils peuvent et les encadrer, comme ils le font de façon très... mais toujours sous l'autorité de l'éducation nationale. Parce que là où je rejoins complètement Sophie, et ce sera la conclusion de mon propos à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte de déstructurer l'éducation. On ne peut pas faire en sorte que tout se vale. Non, aujourd'hui, enseigner, c'est un métier, on est d'accord. Celui qui est dans ce métier, c'est l'enseignant. C'est à lui d'organiser les choses avec le chef d'établissement pour dire où, quoi, comment et avec qui on fait en sorte que les programmes soient hautains et surtout arrêter de faire appel aux parents parce qu'on n'est pas enseignant, on n'est pas répétiteur et on n'est pas surveillant, surtout quand on est en télétravail. J'imagine que c'est une dénonciation que vous partagez, Marine, mais est-ce que vous voyez, vous aussi, pour revenir plus précisément sur la question de l'outil numérique, est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est en train de devenir, d'être utilisé comme un cheval de Troie d'une marchandisation de l'éducation, ou est-ce que ça pourrait être autre chose ? Alors, marchandisation, c'est une chose, mais je ne vais pas revenir sur ce que disait Sophie, qui est très juste. Il me semble qu'il n'y a pas que la marchandisation, c'est un outil très fort d'individualisation et d'isolement des élèves. Et ça fait partie, là aussi, d'un projet d'école. C'est-à-dire que l'élève est, au lieu d'être en classe, dans un collectif dans lequel on apprend ensemble, et ça, je pense qu'après l'interruption scolaire, tous les parents savent que l'élève tout seul, en face à face, que ce soit avec un parent, avec un enseignant, avec un précepteur, en face à face, on apprend beaucoup moins bien que quand on est tous ensemble. On apprend dans le collectif, et ça c'est important et pour l'apprentissage de l'élève et sa progression, et pour la société, parce que ça veut dire qu'on construit une culture commune, et que donc après, en tant que citoyen, en tant que travailleur, on a des choses qu'on partage. Et l'enseignement, enfin l'outil informatique est aujourd'hui utilisé, au contraire, pour individualiser, isoler, différencier, et faire en sorte que ça soit à la maison ou en classe, on n'apprenne plus ensemble. On apprend chacun dans son coin, avec une progression personnalisée, mais ça veut dire qu'à la fin de l'année, on n'a pas tous appris la même chose, et on n'a pas partagé et construit une culture commune. Et ça, je trouve que c'est très grave en termes de projet de société, parce que ça fait exploser le dernier lieu où les citoyens de demain peuvent se construire un langage commun qui est absolument nécessaire au débat démocratique et peuvent se construire des qualifications communes qui sont absolument nécessaires ensuite pour pouvoir revendiquer face à un patron, un niveau de salaire, etc. Alors évidemment, l'informatique, c'est pas que ça, et ça pourrait tout à fait être autre chose. Nous, par exemple, ça fait longtemps qu'on revendique que la culture numérique ait toute sa place à l'école, mais via une véritable discipline, avec des enseignants, avec des concours de l'enseignement dans ces disciplines-là, qui permettent que l'enseignement d'informatique ou de culture numérique prenne toute sa place dans la culture scolaire. Mais comme une discipline qui a une histoire, comme une technique où il y a différents choix possibles. Et de la même manière, du côté des outils, ça fait très longtemps qu'on défend un service public des télécommunications, parce que l'enseignement à distance via l'outil informatique, ça accroît les inégalités, on n'est pas tous équipés pareil, et ce n'est pas en distribuant des tablettes qu'on résout le problème, parce qu'on a la tablette, d'accord, mais il y a la connexion Internet. Est-ce qu'on doit être dépendant de serveurs privés pour que tous les gamins aient accès à la même connexion Internet? Et puis, il y a avoir une chambre à soi, parce que quand on est 2 en télétravail, et puis 2 ou 3 enfants qui doivent suivre du téléenseignement, s'il n'y a pas la place à la maison, on peut avoir tous les équipements qu'il faut, ça ne marche pas. Donc il y a des inégalités d'équipement très fortes qui appellent un effort du côté du service public, du côté des télécommunications, du côté bien sûr aussi de l'équipement et du côté des logiciels. C'est ce que tu disais, Rodrigo. C'est pas possible qu'aujourd'hui le service public d'éducation nationale soit dépendant de multinationales qui ensuite vont vendre les données d'apprentissage de nos enfants pour fabriquer des logiciels d'apprentissage qu'elles commercialisent ailleurs. On a besoin de développer les logiciels libres et l'éducation nationale devrait être un partenaire privilégié des logiciels libres. Donc, le numérique en soi, c'est une technique, on peut en faire différentes choses, mais comme beaucoup d'autres, elle est mise au service d'un projet libéral qui vise à casser l'école commune, je crois, aujourd'hui. Alors, au cœur de l'école commune, on a les enseignants. Je pense qu'il y a aussi des choses à dire sur ce qui leur est arrivé pendant cette période.
quand on suit un peu, on a l'impression vraiment que les enseignants, c'est Rodrigo qui le disait tout à l'heure, ont été laissés seuls face à tout ce qu'il y avait à gérer par leur hiérarchie, par ceux qui sont censés les aider, les encadrer. On a beaucoup d'enseignants qui dénoncent le système ordre contre ordre, l'anarchie presque totale qui a eu lieu entre mars et peut-être même encore aujourd'hui d'ailleurs, avec ces protocoles qui sont balancés du jour au lendemain, qui disent le contraire pratiquement de ce qui était en vigueur jusque-là, etc. Le ministre, à nouveau, après ou avant les États généraux du numérique, a annoncé maintenant son intention de faire un Grenelle, un énième Grenelle des professeurs, puisqu'il dit qu'il est le ministre des enseignants. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou est-ce qu'on peut avoir un espoir que ça apporte des solutions aux problèmes que je viens d'évoquer, qu'on ait un métier qui redevienne attractif, problème de rémunération, problème de etc. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, les syndicats enseignants, on va dire? Alors c'est vrai que quand on a entendu l'expression Grenelle des professeurs, on a tout de suite noté une vraie capacité d'innovation sémantique, puisque en 3 ans, on a eu l'Observatoire des rémunérations, on a eu la grande enquête internationale sur le métier de professeur, on a eu les discussions, les sommes qui sont sur la table, et maintenant on a le Grenelle des enseignants, donc on peut quand même lui reconnaître une vraie capacité à parler de choses, à lancer des choses en l'air, mais qui ont quand même du mal à se concrétiser sur des choses extrêmement concrètes. Ça fait 3 ans qu'on demande à parler métier et surtout rémunération. Ça fait 3 ans que ce dossier existe, que le constat est connu. Les enseignants français sont parmi les plus mal payés en Europe. Il y a un déclassement par rapport aux autres fonctionnaires de catégorie A. Et au-delà des enjeux, je dirais, salariaux immédiats pour les enseignants, c'est aussi un enjeu de société. Parce que finalement, des enseignants bien payés, c'est un métier attractif, c'est un métier qui recrute, ça veut dire des postes qui sont pourvus, et donc ça veut dire que dans les collèges et les lycées de tout le monde, eh ben, il y a bien un professeur formé devant les élèves. Or, ça fait quand même un certain nombre de rentrées que tous les ans, nous on voit qu'il y a des élèves qui n'ont pas de professeur face à eux. Je pense que Rodrigo pourra en parler encore mieux que moi vu les enquêtes qui sont faites, mais il y a même parfois pendant plusieurs mois des élèves qui n'ont pas d'enseignants. Donc quand on parle de rémunération, il y a un enjeu bien évidemment pour les enseignants eux-mêmes, mais il y a aussi un enjeu de service public, il y a un enjeu qui concerne tout le monde. Alors nous, là-dessus, nos attentes, elles sont connues. Il y a une revalorisation qui doit se faire le plus rapidement possible, à hauteur bien évidemment de ce qui a été perdu, et pour aller plus loin, pour vraiment parler de revalorisation, des augmentations qui doivent être conséquentes. Mais on sait aussi, et c'est pour ça que même si je souligne cette capacité à nous trouver des expressions qui font très bien, qui font un très bel effet médiatique, on sait aussi ce que Jean-Michel Blanquer a en tête. C'est-à-dire que lui, il a une vision du métier d'enseignant. Il l'a écrit très tôt dans son livre, qui était quasiment un livre-programme, hein, l'école de demain, si ma mémoire est bonne, et qu'il a déroulé ensuite, et dont il nous a déjà exposé un peu les contours au mois de janvier dernier, quand il a essayé d'éteindre un peu l'incendie qu'il y avait autour de la réforme des retraites, en disant « Ah bah oui, finalement, effectivement, vous êtes les grands perdants, il faut peut-être qu'on s'occupe un peu de vous. » Et il a dit bah, « On peut trouver des compensations, mais avec des contreparties. » Et là, il a commencé à nous dire, ben voilà, il va falloir changer le métier enseignant si vous voulez avoir une augmentation de salaire. Par rapport à la situation dans laquelle on est, je n'ai pas le souvenir que d'autres professions se soient vues imposer cette sorte de donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on a tendance à dire, mais on a donné. Enfin, on a donné ces dernières années, on a donné ces derniers mois, on a joué un rôle que tout le monde a reconnu pendant le confinement. Maintenant, c'est au ministre de passer aux actes. Donc, ces discussions sur la revalorisation, je mets beaucoup de guillemets parce qu'on sait que dans la perspective de Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas une revalorisation, c'est une redéfinition du métier pour que cela colle exactement à son projet d'école, dans lequel l'enseignant finalement est amené à travailler toujours plus. C'est ça, c'est le retour du travailler plus, même pas pour gagner plus. Donc c'est ce projet-là. Et ce projet-là, il est vraiment problématique, parce que d'une part, il ne prend pas en compte la réalité salariale de nos métiers, mais en plus, il risque de dégrader encore plus l'attractivité de nos métiers. Et derrière, ça veut dire encore plus de postes qui ne sont pas pourvus au concours. Ça veut dire qu'on va
toujours moins recruter. Et ça veut dire après des élèves sans professeurs dans les collèges et les lycées. Et peut-être après des familles qui vont finir par perdre cette confiance dans le service public d'éducation. Et là, avec tous les risques qu'on connaît derrière de fuite vers le privé. Donc le Grenelle des professeurs, je dirais une expression de plus en 3 ans, mais bien peu d'actes. Il faut maintenant passer aux actes. Passer aux actes. Vous, Marine, est-ce que vous craignez est-ce que vous pensez que ce passage à l'acte pourrait être une dégradation encore plus? Ce donnant-donnant qu'évoque Sophie, est-ce que c'est pour faire évoluer le métier d'enseignant dans un sens peut-être qu'on doit craindre, ou est-ce que vraiment on va aborder ces questions de rémunération, de statut, je pense notamment au statut des directeurs aussi dans les écoles, qui est censé évoluer assez vite maintenant, puisqu'il y a un projet de loi qui a été déposé? Est-ce que vous partagez ces craintes ou Évidemment, oui, évidemment. On peut toujours espérer qu'un jour, Jean-Michel Blanquer se réveille en ayant complètement changé d'avis sur ce que doit devenir le métier d'enseignant. Mais sinon, on a quand même vu, ça fait des années qu'on voit évoluer le métier et on le voit évoluer dans un sens inquiétant. Bien sûr, il y a la perte de pouvoir d'achat, c'est très important. Il y a encore plus la perte de sens, je crois, parce que les enseignants sont bombardés d'injonctions contradictoires, avec d'un côté cette vocation dont tu parlais, cette envie de faire réussir les élèves et l'idée qu'on est là pour ça, et puis de l'autre, la fabrication d'une machine à tri qui est quand même très violente et de plus en plus violente au fur et à mesure que la scolarité se déroule, pour aboutir à Parcoursup, qui met quand même les enseignants dans une position excessivement difficile, je crois. En même temps, on voit petit à petit la transformation des enseignants en exécutants. Parce que travailler plus, ça veut dire quoi pour un enseignant? Ça veut dire qu'on perd petit à petit la maîtrise de ce qu'on transmet, de la façon dont on le transmet, le temps qui serait nécessaire pour réfléchir sur pourquoi tel élève a des difficultés, comment je peux reformuler mon cours, changer mes pratiques pour résoudre les difficultés de l'ensemble des élèves. On l'a plus ce temps-là parce qu'on est obligé de faire des heures sup pour boucler les fins de mois ou parce que les heures sup sont imposées par le chef d'établissement de plus en plus. Et quand ce temps-là disparaît, on se retrouve avec des enseignants qui sont des exécutants. Et les jeunes qui entrent dans le métier, qui sont poussés de plus en plus, à coups de livres blancs ou de livres d'autres couleurs, à suivre des petites fiches toutes faites. Et puis dans leur formation, on leur explique comment gérer sa classe, etc. Et on perd le côté créatif du métier d'enseignant. Et c'est très grave pour les enseignants, mais c'est très grave pour les gamins, parce que quand on a des exécutants en tant qu'enseignant, on ne peut former que des exécutants, on ne peut plus former des citoyens libres dans ces conditions-là. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose de très inquiétant, qui est un mouvement de long terme, qui va aussi avec ce qu'on décrivait tout à l'heure, qui est le transfert vers le local. C'est-à-dire petit à petit, la mission des enseignants, on enlève, là tu parlais du 2S2C, l'art, la culture, le sport, ça va être les collectivités locales et l'animation. Et on le sort et on réduit l'école aux fondamentaux et les enseignants à des exécutants de fiches autour de ces fondamentaux. Et comme ça, on peut diminuer le nombre de fonctionnaires. Et puis, surtout, j'y reviens, je dis toujours la même chose, mais on casse l'école commune parce que le commun, on le réduit à ce petit fondamental sur fiche. Et puis tout le reste, ça va se jouer ailleurs en fonction de ce que pourra offrir la collectivité locale, de ce que pourra offrir la famille, de l'environnement, etc. Et je crois que là, on est dans un moment où on peut faire entendre autre chose, parce que tout le monde le voit bien, on a besoin de plus d'enseignants. Là, c'est bien d'envoyer les enfants à l'école avec des masques, mais en vrai, on aurait besoin qu'ils soient pas 35 par classe, on aurait besoin d'avoir des demi-groupes, des tiers de groupes, on aurait besoin de pouvoir éviter le brassage, etc. Et pour ça, on a besoin d'enseignants. Et ça peut être très largement entendu aujourd'hui dans la société. Donc je crois qu'il faut qu'on porte cette proposition aujourd'hui de recruter massivement, de pré-recruter, parce que combien de jeunes vont sortir de formation sans emploi là, dans les mois qui viennent avec la crise qui s'annonce? On peut aujourd'hui dire au niveau licence, au niveau bac, on pré-recrute et on vous forme. Et on a 2 ans, 3 ans de formation avec une entrée progressive dans le métier. Et c'est ça qui peut redonner sens au métier d'enseignant. Une entrée longue où on peut s'emparer d'une culture du métier, où on peut ensuite faire évoluer ses pratiques. Et puis bien sûr, ça implique la relance de la formation continue. Mais je crois qu'il y a vraiment un grand chantier là à lancer autour... c'est par là qu'on va renforcer le service public, en reconstruisant le métier d'enseignant qui a déjà été très malmené.
Rodrigo a un petit avis là-dessus. Quand par exemple Emmanuel Macron, la semaine dernière, en présentant son plan de relance, dit en gros on ne va pas recruter d'enseignants, ça ne participe pas au redressement productif, c'est quelque chose que vous partagez? Écoutez, j'ai eu l'occasion de dire ça chez vos confrères de radio, qu'on attend le démenti du ministre de l'Éducation nationale de l'Élysée. Ça me paraît un peu hallucinant que quand le ministre de l'Éducation nationale, bon point pour lui, demande 3000 enseignants, le canard enchaîné se fasse l'écho que le chef de l'État, le chef du gouvernement ont dit que ce n'était pas d'actualité parce que ça ne participait pas à la relève du pays. J'espère que c'est bidon et j'espère que c'est faux, mais j'attends le démenti. Oui, mais bon, il se fait un peu désirer le démenti. Mais cobaye. la question, c'est dans un studio. C'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de sens aux choses. Je pense que de dire des moyens, bon ok, mais pourquoi faire? Des moyens, c'est pas la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pourquoi des moyens. Et là, on va parler sérieusement. Blanquer, c'est un moine soldat, il fait ce qu'il a dit, voilà. On avait le droit de ne pas être d'accord avant, on a le droit de ne pas être d'accord aujourd'hui, on a le droit de ne pas être d'accord demain, ou au contraire. Il a aussi plein de gens qui sont d'accord avec ce qu'il raconte et qui soutiennent le projet qu'il met en place. Par exemple, beaucoup de parents, d'enseignants, de grands-parents, fortiori, considèrent que le rôle de l'école, c'est d'instruire. Ce n'est pas suffisant, parce que le ministère de l'Instruction nationale, c'était 1930. En 1930, c'est devenu ministre de l'Éducation nationale. Ça dit des choses. Par exemple, l'école aujourd'hui permet d'œuvrer pour l'égalité homme-femme. Par exemple, quand dans une famille, on vous apprend que la place de la femme, c'est à la cuisine, et que c'est bien comme ça parce que c'est comme le mec qui décide, on n'a que l'école pour pouvoir dire, peut-être qu'à la maison on te dit ça, mais en vrai, si tu es une femme, et même si tu es un homme, tu n'es pas obligé de le faire. Et en plus, tu sais quoi, c'est illégal de te l'imposer. Parce qu'en France, on a un truc particulier, c'est que l'école, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc c'est le seul outil obligatoire pour tous les enfants et les futurs citoyens, dont tu parles Marine, de permettre d'avoir une éducation qui va au-delà du lire, écrire, compter. Je ne veux pas dire par là que lire, écrire, compter n'est pas essentiel. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, par exemple, en période de Covid, quand dans une famille, pour X raisons, les règles d'hygiène ne sont pas assumées ou ne sont pas enseignées aux enfants, heureusement qu'on a des enseignants avec des ATSEM, etc., qui, dès le plus jeune âge, apprennent par exemple à respecter des règles d'hygiène qui sont celles de la collectivité pour se protéger les uns. Au Japon, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, c'est les gamins qui nettoient les toilettes sanitaires. Les filles comme les garçons. Ça dit des choses. Ça dit des choses surtout quand on regarde les statistiques des personnes qui s'occupent de l'hygiène dans les établissements, qui sont essentiellement des femmes, essentiellement sous-payées, et qui étaient invisibles dans l'école. D'ailleurs, très peu d'établissements, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais très peu d'établissements présentent ces personnels-là aux élèves comme on présente des enseignants, des CPE, des CDI, etc., etc. Pourtant, elles font partie intégrante de la communauté éducative. Je dis elles parce que c'est fondamentalement des femmes. Ça dit des choses sur la société. C'est-à-dire que la façon dont on conçoit l'école, dont on l'imagine dans la structure, et que la façon dont on donne des moyens pour répondre à ces objectifs, ça fait aussi partie du projet de la République. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un affaiblissement du projet de la République à vouloir rentrer dans un schéma de pensée qui nous limite à grand renfort de communication, et je suis d'accord avec ton analyse sur l'utilisation du marketing de façon éhontée de la part de ce ministère, de dire l'école, c'est lire, écrire, compter, et le reste, c'est la responsabilité des parents. Non, ce n'est pas la responsabilité des parents. Parce que chez les parents, comme chez les profs, comme dans l'ensemble de la société, il y a un peu de tout. Et quand on regarde, par exemple, dans le Concordat, la question de la laïcité, c'est quelque chose de relatif. Quand on regarde, par exemple, certains élus qui organisent le fait qu'il n'y ait pas d'école publique dans leur commune, parce qu'ils privilégient les écoles privées confessionnelles, on a un problème. On a un problème sur le fait que la règle commune n'est pas appliquée sur ses fondamentaux, et c'est précisément ce qui a été en jeu sur la question du masque, non pas gratuit, parce qu'il n'y a rien de gratuit. C'est la prise en charge par la puissance publique. C'est-à-dire l'idée de casser l'idée que l'État, en République, c'est des fonctions régaliennes, et que la santé et l'éducation, c'est de la responsabilité de l'État, et non pas des collectivités locales. Et que quand on me répond que la décentralisation permet ça, il y a une confusion idéologique forte
qui est auto-entretenu par le gouvernement actuel, qui fait confondre que la décentralisation, c'est le relais de l'État. Ce n'est pas la réalité. La décentralisation telle qu'elle est portée aujourd'hui, c'est-à-dire laisser aux collectivités locales, mairies, départements et régions, ou aux parents, le fait de prendre la responsabilité de fournir des masques aux enfants, d'abord c'est un problème de santé publique pour les enseignants, parce qu'on ne les protège pas. On ne protège pas les enfants, mais surtout, c'est aller vers une république féodale, où ça dépend du volontariat des baronnies locales, à savoir, est-ce qu'en fonction de la conception idéologique, subjective et parfois genrée de l'utilisation de l'impôt local, est-ce qu'on prend en charge ou pas les masques pour les enfants? Ou est-ce qu'on laisse ça à la liberté individuelle? La somme des intérêts individuels, ce n'est pas l'intérêt général. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème idéologique. Et je pense que c'est ça qui est au cœur du truc. Les tablettes, c'est la même chose. On a fait le choix de l'équipement individuel. Quand on fait le choix de l'équipement individuel, ça veut dire que les enfants n'ont pas de pause. Les enseignants, quand ils finissent de bosser, ils finissent de bosser. Moi, quand je finis de bosser et je m'occupe de mes affaires privées. Les élèves, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on donne du boulot aux enfants, ça se fait entre 8h du matin, l'heure à laquelle ouvre l'établissement, et ça s'arrête à 18h ou 19h sur les cas quand on ferme l'établissement. Ça veut dire que quand vous équipez individuellement les enfants avec des tablettes ou des ordinateurs, vous les obligez à travailler à la maison, ce qui veut dire que quand ils arriveront à l'âge adulte, ils trouveront normal que leur patron leur dise « tu vas travailler pendant les heures ouvrables, par contre quand tu seras chez toi, s'il te plaît, tu finis ton boulot ». Non, le droit du travail, il existe et il doit aussi être valable pour les enfants. C'est-à-dire que l'équipement ne doit pas être un équipement individuel, clientèle, il doit être avec des équipements collectifs dans lesquels l'enfant peut étudier et utiliser de façon pédagogique sous l'autorité et l'injonction et la direction d'un enseignant que l'utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un téléphone portable, peu importe l'outil que vous choisissez, se fait pendant les heures ouvrables entre guillemets, pour les élèves qui sont régis par un règlement intérieur et que tout ce qui se passe en dehors de ce moment-là, ça n'existe pas. Parce que le gamin, comme les adultes, il a le droit d'aller au sport, il a le droit de regarder un livre, il a le droit d'aimer ses enfants, ses parents, il a le droit de jouer avec ses frères et sœurs. Bon, il y a des élèves qui ont des enfants, ceci étant, ça arrive. C'est-à-dire qu'il a le droit d'avoir sa vie privée. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas en dehors du droit. Et on est aujourd'hui, la France, l'éducation nationale, parce qu'il y a une perte de sens, elle impose à ses enfants, à nos enfants, à vos élèves, ce que les adultes n'acceptent pas pour eux-mêmes. Et ça vaut autant pour le temps de vacances, comme j'ai parlé tout à l'heure des vacances apprenantes, que sur le temps scolaire où les élèves travaillent non-stop, en particulier pendant le Covid, où les gamins ils ont bossé jusqu'à 2h du matin, d'après les témoignages qu'on a, mais ça vaut aussi, y compris pour l'utilisation des toilettes, pour la question de la restauration scolaire, etc., où il y a des gamins aujourd'hui qui sont en train de manger dans les cours d'école. C'est pas de souci pour manger au plein air, sauf qu'à l'automne, il va pleuvoir. Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de gérer la pénurie. Donc les moyens, c'est par rapport à du sens, c'est par rapport à des objectifs, et ces objectifs-là ne peuvent plus être élaborés rue de Grenelle, ils doivent être élaborés avec les enseignants, avec les parents, avec les élèves, notamment avec leurs organisations représentatives, et surtout arrêter de nous convoquer à des réunions bidons où on vient nous expliquer comment on va travailler ensemble quand les annonces ont été faites la veille à grand renfort de médias sur France 2 les yeux dans les yeux. Ça, c'est pas possible de travailler comme ça. Ça suffit de nous convoquer à des réunions où on sait déjà ce qui va se dire parce que ça a été dit dans les médias la veille. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, surtout à l'ère d'Internet. Enfin, excusez-moi, tout se sait. Tout se sait. On ne peut pas dire, t'as vu le truc, nulle part dans le monde on distribue des masques, etc. On tape dans Google ou dans Mozilla ou ce que tu veux, on sait qu'en Grèce, en Italie et en Espagne, c'est fourni gratuitement. Il faut arrêter de mentir aux gens, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Moi, je dis qu'à force de mentir aux gens, on dénature, on affaiblit la parole publique, et en affaiblissement de la parole publique, par contre, nous, on a un coup à jouer. Parce que nous, on est sur le terrain, on est au quotidien, et on sait que établissement par établissement, école par école, on peut réinventer maillon par maillon l'école de demain, indépendamment des pouvoirs publics, parce qu'en vérité, dans la vraie vie, au quotidien, ils se sont déguisés en souvenirs et on fait sans eux. Ils veulent qu'on fasse sans eux? Ok, portons ensemble un projet alternatif parce que je sais qu'on peut le faire. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette école alternative, on l'a fait pendant le Covid et je pense que si on l'a fait pendant le Covid, on peut la faire aujourd'hui à condition de se prendre en main et de travailler intelligemment avec un projet novateur qui donne du sens, qui donne de la perspective. Et là-dedans, je suis convaincu que parents, enseignants, élèves, on est dans cette direction-là. Donc, redonnons du sens aux choses parce que les moyens, vous savez, ils existent, hein, c'est nos impôts. Il faut arrêter de faire croire que les impôts, c'est pas à nous. C'est qui ces gens qui décident à notre place? C'est nous, ils jouent avec nos impôts. Excusez-moi, les moyens, ils sont là. Utilisons-les, proposons ensemble, travaillons et proposons une alternative à ce qu'on nous propose. Parce qu'en vrai, l'alternative, elle existe. Sauf si on veut commercialiser l'école, automatiser le métier de l'enseignant et abrutir une partie de nos enfants qui pensent que l'avenir, c'est d'être sur Netflix, etc. etc. C'est ça la réalité. Donc on a tout un champ devant nous. À nous de nous en saisir parce que personne ne le fera à notre place. Merci Rodrigo d'introduire la question suivante. Oui, non mais voilà, quelle école après le Covid, on disait, c'est aussi de quelle école on aurait envie, de quelle école on pense comment l'école devrait-elle se transformer pour répondre réellement aux besoins
que les uns ou les autres, on estime nécessaire de répondre. Sophie, vous avez une idée, j'imagine, sur la question de quelle école vous rêvez quand vous... en dehors des cours ou après les cours? On en a une, on en a même plusieurs, plusieurs idées, mais pour faire assez rapide, il y a quand même 3 points qui semblent incontournables. Sur la question des moyens, Rodrigo dit que c'est important, mais c'est pas tout, mais c'est quand même un élément incontournable. Et là, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut quand même se rappeler que par exemple, dans les collèges et les lycées, depuis 2017, il y a quand même près de 49 000 élèves en plus. Et pourtant, les collèges et les lycées n'ont connu que des suppressions de postes. On va avoir, d'ici 2023, une augmentation du nombre d'élèves dans les collèges et les lycées qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. C'est de l'ordre de 17 000 élèves en plus en moyenne jusqu'en 2023. En 2023, ce sont les services même du ministère qui le disent, on n'aura jamais eu autant d'élèves dans le second degré en 2023. Donc la question des moyens, elle est incontournable parce qu'on a tous ces élèves-là à accueillir. Déjà en temps normal, il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire diminuer les effectifs dans les classes. Et encore plus, là, avec tous les enjeux pour lutter contre les inégalités qu'on a face à nous, il faut qu'on puisse, c'est un peu ce que disait Marine tout à l'heure, certainement faire encore plus de petits groupes pour pouvoir travailler avec les élèves, mais travailler avec eux dans l'école. Et donc cette question des moyens, elle est pour nous incontournable et elle est même une des premières questions qu'on doit traiter. Et si... alors, le mot plan d'urgence, on a eu tellement de plans d'urgence sur l'école que voilà, mais quelle que soit la façon dont on l'appelle, la question des moyens sera centrale parce que c'est comme ça qu'on pourra vraiment s'attaquer, je dirais, à la racine des problèmes en travaillant comme il faut avec les élèves dans les établissements. Après, et là où je te rejoins, ce n'est pas l'unique porte d'entrée de l'école de demain. C'est-à-dire que ces moyens-là, ils doivent aussi nous permettre de mettre en place cette école d'après-Covid qui doit, à notre sens, passer par revoir complètement les réformes qui ont été appliquées ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà ces dernières années, ça n'avait pas de sens, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un sens d'être dans la course à l'évaluation permanente, par exemple, dans le cadre du nouveau baccalauréat? Est-ce que ça a encore un sens d'être face à des programmes qui sont qui sont encyclopédiques et qui reviennent à être dans une espèce de course contre la montre pour les programmes dans lesquels on sait très bien ce qui se passe? Au bout de 3 mois, 4 mois, on a perdu les élèves les plus fragiles. Et ces élèves-là, on ne pouvait pas se permettre de les perdre les années précédentes, mais là, avec toutes les difficultés qu'ils ont accumulées, l'objectif, ce n'est pas de boucler les programmes à tout prix. Donc, il y a aussi toute cette réflexion à avoir sur la façon dont on fonctionne, les programmes, et aussi, qu'est-ce qu'on veut apprendre finalement dans l'école d'après le Covid ? Quel savoir on veut mettre au centre? Il nous semble qu'il y a toute une réflexion à avoir aussi là-dessus. Il y a aussi des nouvelles questions qui émergent dans le débat public qu'il faut très certainement traiter pour que les élèves soient aussi les citoyens de demain, les citoyens éclairés de demain. Donc au-delà de la question des moyens, il y a la question, je dirais, de l'organisation du système éducatif et des programmes. Et puis, je reviens là-dessus. Le 3e point, c'est que dans l'école d'après-Covid, il faut consolider la place des personnels, il faut revaloriser les personnels, puisque ce sont eux qui font tenir le service public d'éducation. Et ça sera finalement aussi la meilleure solution, cette espèce de triptyque moyens, structure, programme et revalorisation des personnels, de conforter l'éducation nationale pour éviter après toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui à coup d'externalisation diverses et variées d'un certain nombre de problèmes ou de phénomènes. Voilà. Plan d'urgence, vous avez dit. Et bien justement, le Parti communiste en a proposé un au printemps. Marine, vous pouvez peut-être nous en parler et puis nous parler de cette problématique de quelle école on rêve peut-être aussi. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que répondre à l'urgence aujourd'hui, c'est aussi rendre l'école vraiment commune, faire que tous les enfants y aient leur place et qu'elle leur permette de réussir. Et donc forcément transformer l'école, parce que l'école qu'on connaît, elle ne permet pas aujourd'hui à tous les enfants de réussir. Et je dirais que c'est un peu, disons pour nous, le fil directeur. C'est-à-dire d'un côté faire que là, dans l'urgence, l'école puisse accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent vraiment apprendre. Et sur le long terme, refonder l'école pour qu'elle puisse faire réussir tous les enfants, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Alors, je ne reviens pas sur la question des recrutements, qui me semble effectivement fondamentale. Aujourd'hui, on a besoin de plus d'enseignants, de plus de personnel, de reconstruire une médecine scolaire. Hein. Tu disais, on est dans des questions sanitaires, il y a la question des locaux, puis il y a la question de mettre des infirmiers, des infirmières, des médecins, etc., dans les établissements scolaires aussi. Mais je ne reviens pas là-dessus, parce qu'on en a parlé. Je voudrais prendre un autre point, qui est celui des programmes. Là, les gamins, ils ont eu 6 mois sans école, ils reviennent, il n'y a pas d'aménagement de programme. Et on demande aux enseignants de rattraper en un trimestre 6 mois, non pas 6 mois de pause, parce qu'on sait bien qu'un enfant qui quitte l'école pendant 6 mois, on n'appuie pas sur le bouton pause, quoi, c'est pas une vidéo, ça recule, ça perd, ça s'oublie, ça se mélange, on passe à autre chose, etc. On désapprend à être élève aussi, on a plus de mal à tenir en place, il y a plein de choses qu'il faut réapprendre, c'est normal, c'est la vie. C'est pas grave, mais il faut du temps. Et je trouve que cette question-là, elle met en exergue 2 choses. D'une part, les programmes actuels ne sont pas faits pour faire réussir tout le monde. Non pas qu'il faille en rabattre sur les ambitions, on l'a dit, hein, la crise qu'on vit montre bien qu'il y a besoin d'un très haut niveau de culture commune à la sortie de l'école, mais il faut penser les programmes pour rendre possible leur transmission, leur construction, leur appropriation par tous les élèves. Et pour ça, il faut du temps. Et là, tout d'un coup, on regarde un peu en arrière et on se rend compte que le temps dédié aux apprentissages, en fait, là, depuis une dizaine d'années, il n'arrête pas de diminuer. Il y a eu la demi-journée d'école supprimée en primaire, il y a eu la réforme du collège, où tout d'un coup, il y a plein d'aides personnalisées de ceci, de cela, puis le temps des disciplines, il est rabougri. Puis il y a du temps qui varie localement. Au collège, 20% de l'emploi du temps dépend de l'établissement. Là, il y a quelque chose qui me semble relever aujourd'hui de l'évidence. On a besoin de plus de temps pour les apprentissages. Il faut augmenter le temps scolaire. Et il faut qu'on arrête de nous dire « les pauvres choupis vont être fatigués ». Parce que c'est toujours les mêmes qui sont fatigués. Bizarrement, moi, mes enfants, ils vont à l'école, puis après, ils vont à leur cours de musique, puis après, ils vont à l'escalade, puis ils ne sont pas fatigués. Et puis, les enfants dont on dit qu'ils sont en difficulté, on nous dit qu'il leur faudrait moins d'école parce qu'ils s'ennuient et qu'ils sont fatigués. Mais c'est dans l'autre sens qu'il faut réfléchir, s'ennuient parce qu'ils sont en difficulté. Donnons-leur le temps de réussir, donnons aux enseignants le temps de varier leurs pratiques, de comprendre ce qui ne va pas pour résoudre les problèmes, et les gamins, ils ne s'ennuieront pas à l'école, ça fera sens, et ils ne seront pas fatigués à la fin. Donc je pense que voilà, une des mesures d'urgence, c'est d'aménager les programmes tout de suite, parce qu'on ne peut pas dire, vous allez en un trimestre rattraper 6 mois, surtout qu'on ne sait pas trop ce que va être ce trimestre quand même, hein, ça commence à refermer, et puis donner du temps sur le long terme, reconquérir le temps scolaire qu'on a perdu. Deuxième mesure d'urgence, tu parlais de la gratuité des masques. On a bien vu là avec la question de l'enseignement à distance, les inégalités face à l'école, les inégalités économiques, les inégalités d'équipement face à l'école. Il faut un fonds national d'urgence pour la gratuité de tout ce qui est nécessaire à la réussite scolaire. Donc les masques là, aujourd'hui tout de suite remboursés par la Sécu, mais la restauration scolaire, les transports scolaires, il faut aider les collectivités locales à financer les équipements nécessaires. Ce n'est pas normal que ça dépende des collectivités locales. Il faut un plan national d'aide pour l'équipement des locaux, l'aménagement, etc. Et je termine là, il faut un cadre national. L'urgence, c'est d'en finir avec la délégation permanente au local. Le gouvernement ne peut pas continuer à se défausser en permanence. Quand il y a des élèves malades, c'est le maire qui décide s'il ferme l'école. Les masques, c'est la collectivité locale qui finance. Et du coup, les enfants, en fonction de là où ils habitent, ils n'ont plus la même école. Il faut revenir à un cadre national. Et je pense que, mais là je rejoins ce que disait Rodrigo tout à l'heure, je pense qu'au-delà du plan d'urgence, il faut tout de suite en finir avec toutes les mesures qui ont fragilisé le service public et qui nous ont amenés ici, moratoire sur toutes les réformes qui ont été imposées ces dernières années, et réunion d'états généraux pour l'éducation. Alors là aussi, comme plan d'urgence, états généraux, c'est une expression qui a été beaucoup galvaudée, mais tu le disais, on a besoin de se mettre tous ensemble là, et d'en faire un sujet de société. Aujourd'hui, il faut qu'on reconstruise, que les citoyennes et les citoyens s'emparent de l'école de demain et la reconstruisent ensemble. Voilà. Très bien. Je crois malheureusement qu'il faut qu'on s'arrête là. J'aurais bien aimé vous redonner un peu la parole pour un mot de conclusion, mais je crois que ça... Voilà, donc je vais me charger de la conclusion en espérant, après vous avoir entendu les uns et les autres, après avoir entendu que les parents, les enseignants sont peut-être un peu mieux découverts, ça peut être un des aspects positifs de ce confinement, etc. Quand on dit enseignant c'est un métier, finalement quand les enseignants aussi s'aperçoivent que les parents peuvent jouer un rôle actif dans l'éducation, on peut peut-être espérer
qu'il en sortira quelque chose de commun à faire par rapport à ce projet qu'on voit se dessiner, dont vous avez un peu bien cerné les contours, je crois, de manière à empêcher peut-être, pas le pire, mais en tout cas quelque chose de pas très bon qui a l'air de se profiler. Voilà, en vous remerciant tous les trois d'être venus prendre part à ce débat. Merci.